Merci. Donc, je vais illustrer le propos de Ça Philippe s'installe. Marr. Simplement, vous verrez aussi, on l'a un peu évoqué sur le discours, on ira après Je la suis pas. conférence. Moi, je Vas-y. vous présenterai quelques livres et vous donnerez toutes les explications, puis on ira faire un petit tour après, ceux qui le souhaitent, Je vais prendre un sur micro. les deux Est-ce qu'il amphithéâtres marche dont le on micro? vient de Oui. parler. Donc, voilà. Il est complet, là? Le diaporama n'est pas totalement ouvert ici. Très bien. Donc là, vous voyez la coupole qui est sur le côté gauche de l'écran. C'est celle de Saint-Côme, de l'amphithéâtre d'anatomie Saint-Côme, que vous verrez tout à l'heure en sortant dans la rue de l'école de médecine au 5. Et vous le verrez de l'extérieur, mais on ne pourra pas le visiter puisqu'il y a des travaux. Et puis à l'intérieur, c'est ce fameux amphithéâtre d'anatomie. Vous voyez tous les assistants tout autour. Il y a une coupole comme ici là, pour mettre de la lumière du jour. Et le corps qui était disséqué, donc, était disséqué par quelques maîtres en anatomie et des apprentis chirurgiens qui apprenaient au fur et à mesure l'anatomie humaine. Et donc, ce fameux André Vézal, donc un collègue des Pays-Bas, un Brabantois, qui a été un peu le grand initiateur de la réflexion et de l'étude très détaillée de l'anatomie humaine, avec De Humani Corporis Fabrica, Libris Septum, qui est un livre fondamental qui a été largement étudié par les historiens de la médecine. Vous voyez, de nombreux ouvrages lui ont été consacrés par des collègues encore du XXe siècle, Georges Canquilhem, qui est un grand philosophe de la médecine. Et vous voyez le travail de André Vézal, qui était de montrer finalement, au-delà de l'apparence du corps humain, ben, en dessous, il y a des structures anatomiques qu'il faut découvrir, connaître, savoir séparer. Les nerfs, ici, vous voyez, on voyait les muscles, on voit aussi ce qui représente les nerfs. Et donc, on pourrait faire apparaître maintenant, avec la réalité virtuelle, on va vous montrer tout ça, la transparence finalement du corps humain est devenue quelque chose d'extrêmement facile. On peut faire visualiser à nos étudiants tous les éléments, les séparer les uns des autres au travers de structures totalement virtuelles. On n'a presque plus besoin de le faire sur un corps réel pour pouvoir expliquer et montrer comment c'est organisé. On va voir que quand même c'est toujours nécessaire d'avoir une pratique et je reviens à ce que me disait Guillaume Pourchet tout à l'heure, c'est l'adage de ce fameux André Vézal qui disait observer, pratiquer, et puis un point clé, douter de ce qu'on voit, douter, le doute. Et donc, vous voyez déjà la démarche scientifique de l'observation, regarder, comprendre, et puis pratiquer. Donc, on est dans la pratique quasiment du chirurgien. Et puis après, ben, est-ce que nous avons bien fait et comprendre, évaluer ce qu'on a fait. Et donc, vous voyez, dans la démarche aujourd'hui de ce qu'on appelle la médecine fondée sur les preuves, c'est que tout ce que nous faisons doit être analysé de manière scientifique sur un grand nombre, par exemple, de patients, pour finir par avoir une idée statistique. On a eu combien de bons résultats, combien de mauvais résultats, combien de mortalité, combien de morbidité, combien d'accidents, comment prévenir, comment améliorer les statistiques. C'est ce qu'on appelle la médecine fondée sur les preuves. Et donc, aujourd'hui, on est dans une recherche de rationalité pour comprendre ce qu'on doit faire. Malheureusement, c'est classique dans finalement la pensée humaine. Il y a des avancées et des reculs, il y a des vagues d'obscurantisme qui reviennent. Et même au travers des nouvelles technologies, ça c'est un message que je vous donne moi en tant qu'observateur des réseaux numériques, c'est que l'obscurantisme pénètre particulièrement bien dans les réseaux numériques. Et donc l'obscurantisme, pour des raisons variées, politiques, religieuses, ou alors simplement de la bêtise, l'idiotie, eh bien, conduit le public à être mené par le bout du nez par le système digital qui, a priori, devrait être exhaustif et inspiré, non pas ce qu'on essaye d'apprendre à nos étudiants depuis le plus jeune âge, c'est l'esprit critique. Est-ce qu'ils ont raison? Comment démontrer que c'est vrai ou c'est faux? Eh bien, aujourd'hui, on est victime de ce qu'on appelle les fake news en permanence. Et donc, vous voyez, ça n'a pas changé. Et Philippe, au précédent topo ce matin, disait, après 1000 ans d'obscurantisme lié au latinisme et à la faculté de médecine elle-même, qui était complètement scolastique, c'est-à-dire on apprenait quelque chose, c'était rigide, ça ne devait plus bouger. On faisait de la saignée, c'était le seul traitement. Et puis voilà, et puis les gens devaient être guéris ou pas, mais peu importe.
quels que soient les résultats. Eh bien, cet obscurantisme a occupé plus de 1000 ans de l'histoire humaine pour arriver à des collègues comme Vézal, qui lui devait se cacher à Padoue, dans ce fameux amphithéâtre que vous voyez, 1594. Au-dessous de la table de dissection, il y avait une trappe. Parce que comme c'était interdit, qu'ils étaient fliqués par l'Inquisition de l'époque, s'ils faisaient des dissections humaines, ils étaient susceptibles d'aller en prison ou même d'être brûlés sur la place publique. Eh bien, la trappe permettait de faire échapper le corps qui était en cours d'être... Et ça tombait dans un petit ruisseau qui courait la table de dissection de l'amphithéâtre de Padoue. C'est assez amusant. Ils avaient trouvé une astuce pour tromper la maréchaussée. Et puis vous voyez ces fameux amphithéâtres, c'est vraiment splendide. Vous voyez, ça a commencé en Espagne, 1554, malgré l'Inquisition. Padoue, 1594. Leiden, Copenhague. Vous voyez, un peu différent, un peu plus triste. Bologne, magnifique. Et puis Uppsala en Suède. Voilà, donc et tout ça, alors pour aller un peu plus vite, parce qu'on peut raconter beaucoup de choses, prendre beaucoup de temps pour raconter l'histoire de la médecine et de la chirurgie, là on arrive un peu au moment du XVIIe siècle, de Louis XIV, même des rois précédents, Louis XIII, Henri IV, etc. Comment c'était organisé? Eh bien, les médecins dominaient. Les chirurgiens, c'était plutôt à gauche les barbiers. Et rarement, ils étaient dotés du pouvoir médical. Ils n'avaient pas fait les études, ils ne parlaient pas latin. Et pour que certains puissent être reconnus finalement comme étant de vrais médecins avec un pouvoir de décision et de compréhension, il fallait qu'ils apprennent le latin, même s'ils n'y comprenaient rien, mais ils l'apprenaient bêtement. Et puis, ils faisaient continuer le métier et devenaient chirurgiens officiels et médecins. Donc, mais ça a été toute une bataille. Et puis la faculté de médecine de Paris, donc, vous voyez, très très conservatrice. De Montpellier, pareil, les deux grandes facultés de médecine. Et puis au milieu, il y avait le pouvoir royal. Et les chirurgiens ont bénéficié finalement d'une protection au fur et à mesure des siècles par différents rois. Donc on vous a parlé de Saint-Louis, Saint-Côme. C'est vraiment l'époque du début de la confrérie des chirurgiens. Saint-Côme, c'est vraiment, je connais même maintenant le nom d'un bébé qui vient de naître. Le collègue Jean-Paul Méningot vient d'appeler son dernier bébé Côme parce que il veut qu'il soit chirurgien un jour. Et donc, et c'est amusant de voir qu'on peut projeter comme ça sur ses enfants un avenir professionnel dont lui-même est un grand exemple, un très grand membre de l'Académie de chirurgie. Et puis, donc, la maison royale, elle avait organisé plein de choses. Il y avait les médecins du roi, et puis il y avait les chirurgiens, le premier chirurgien du roi. Alors, donc, au milieu, vous voyez le jardin des plantes actuel, qui était le jardin organisé créé à Montpellier, mais à Paris, ça a été le jardin des plantes. C'était un magnifique endroit, en particulier pour commencer à travailler sur les plantes avec des vertus médicinales, etc. On essayait de commencer à faire de la pharmacopée et de travailler sur ceci. Et puis après, bon, là, je voudrais insister sur un peu une histoire, parce que c'est en même temps des histoires assez amusantes. Si vous aimez l'histoire, lire des aventures des chirurgiens de cette époque, c'était incroyable. Comment ils en sont arrivés à pouvoir, par exemple, s'affronter à quelque chose qui était à l'époque impensable. Le roi souffrait, Louis XIV, souffrait d'une fistule anale. Fistule anale, c'est très, très, très douloureux, très embêtant. C'est chronique, on ne peut plus aller à la selle correctement, ça saigne, il y a du pus qui sort de l'anus, c'est l'horreur. Et donc, eh bien, Louis XIV, alors à l'époque, son médecin disait c'est une tumeur à la cuisse. Vous voyez, il ne connaissait pas bien vraiment l'anatomie, mais en même temps, ils employaient des mots qu'il ne fallait pas trop dire. L'anus, c'était trop, quand même, trop. Il fallait pas. Et puis, même le fameux, vous parlez de la liqueur de Daquin de l'époque, hein, l'eau de Javel. Ben, Antoine Daquin, c'est de cette époque, eh bien, il a essayé de trouver une manière de traiter avec des onguents, des trucs, et ça marchait pas. Et donc, le roi était très douté du pouvoir des chirurgiens, malgré tout. Mais néanmoins, avec son premier chirurgien, il lui dit, écoute, alors il n'avait jamais pratiqué cette intervention. Il a mis en demeure son chirurgien de dire, il faut y aller.
Et puis, mais en même temps, il lui a dit, bah, écoutez, Charles-François, vous allez expérimenter sur les Versaillais à côté du Palais Royal, vous allez expérimenter sur les Galériens, trouver de nouveaux instruments, trouver une manière de faire, débrouillez-vous, même s'il meurt, c'est pas grave, il faut qu'on sauve le roi. Et donc, il y a eu un certain nombre de dégâts qui ont été causés, mais néanmoins, au bout du compte, le fameux Félix, il a inventé une espèce, vous voyez, ça ressemble un peu aujourd'hui à un spéculum hein, qu'on utilise en gynéco surtout, mais en chirurgie du bas rectum, on utilise ce genre d'écarteur pour voir. Et il a mis au point cet écarteur, vous voyez, avec des vis, il tournait, puis ça s'écartait, puis ça permet de voir. Et puis il a inventé un bistouri un peu atypique, pas une lame toute droite, mais un contourné qui lui a permis d'accrocher la fausse paroi qui se forme à l'intérieur dans la paroi du rectum, et accrocher la fausse membrane et l'abattre et permettre la mise à plat de l'abcès et donc l'évacuation du pus et la guérison qui est arrivée quand même. Et donc voilà, ceci a permis de guérir le roi. Alors, il y a eu des anecdotes parce que les courtisans de l'époque se sont dit ce Félix, il est génial. Et comme ils voulaient plaire au roi, ils se sont dit qu'ils avaient tous des fistules anales. Et, et ils se sont fait opérer, mais pour rien. Et Félix s'est enrichi considérablement parce que, évidemment, se faire opérer par le premier chirurgien du roi, bon, donc il a continué à expérimenter tout ça. Ça s'est très bien passé. Alors en même temps, évidemment, tout ceci a été une grande fête parce que le roi a pu enfin retourner à la guerre, continuer à monter à cheval parce que la fistule anale l'empêchait de faire la guerre. Et il a fallu que Lully écrive une nouvelle sérénade. Alors, on vous a fait entendre tout à l'heure la sérénade de Handel, qui est dans le jingle de l'Académie de chirurgie, parce que cette sarabande, elle est assez magnifique. Eh bien, Lully, lui, a créé une autre composition qui, en fait, est devenue l'hymne anglais, parce que Handel a trouvé que c'était tellement bien et donc, alors, j'aime bien vous raconter ça, parce que une certaine marquise hein, du XVIIe siècle, la marquise Crécy, d'une manière un peu perfide, perfide Albion, on se moquait de l'Angleterre, c'était l'ennemi. Hein. Alors, elle dit que l'ennemi anglais, naquit d'un anus, voilà qui ne cesse de me faire rire, sans toutefois me surprendre. Et c'était une magnifique histoire. Donc, et puis voilà, alors la protection des rois, donc Henri IV a eu sa part. Il s'est battu un peu aussi contre la faculté de médecine parce que lui, il voulait donner des amphithéâtres d'anatomie. La faculté disait non. Et puis finalement, ça a été obtenu en 1615 parce que, mais en même temps, on a dit aux chirurgiens, écoutez, Coco, vous allez il faudra travailler pour les indigents un jour par semaine. C'était déjà la Sécu, hein, faire des lectures anatomiques, des démonstrations, surtout pour une maladie qui à l'époque était très très fréquente et était terrible, c'était la lithiase urinaire. Les calculs qui se forment dans la vessie ou dans les voies urinaires, dans les uretères, dans les reins, et qui donnent des douleurs épouvantables et qui empêchent de faire pipi ou du sang, etc., des hémorragies. Et à l'époque, c'était très fréquent. Et les chirurgiens qui étaient capables de faire l'opération de la taille de la vessie, pour éliminer ces calculs, étaient célèbres et étaient donc très recherchés pour ça. Juste un petit retour sur le paysage de l'époque de Philippe Auguste, des enceintes du Vieux Paris, où nous nous retrouvons ici, hein, quartier latin est en plein centre de ça. Les plans pour créer ces écoles de médecine et ces facultés. Et puis quelques mots aussi sur nos illustres prédécesseurs. Vous avez derrière Philippe Marre, notre prédécesseur à tous, qui a succédé à certains autres célèbres, mais c'est Georges Maréchal. Georges Maréchal, après Félix, je vous ai parlé de Félix, hein, qui a opéré la fistule anale, mais ce n'est pas lui qui a opéré Louis XIV de la fistule anale. C'est pas Georges Maréchal. Georges Maréchal, il a été recruté également, c'était un chirurgien de Montpellier, je crois, qui était assez célèbre pour être un grand spécialiste de la chirurgie de la taille. Mais Félix, qui était le premier chirurgien du roi, avait besoin d'un assistant qui comprenne un peu mieux ce qu'on pouvait faire au roi, encore Louis XIV, parce que Louis XIV, c'est un musée pathologique à lui tout seul.
on aurait pu visiter Louis XIV et apprendre la médecine. Mais donc, simplement, rappelez-vous il était terrible parce que quand il était jeune, il avait eu une sinusite, il avait une fistule de sinus maxillaire, et donc plus de dents parce qu'il fallait les enlever. Donc, quand il mangeait, ses aliments remontaient dans le sinus et ça sentait mauvais. Et vous savez qu'il se lavait pas, hein, ou très peu, etc. Et donc, tout ceci, bon. Et dans ce contexte, il ne se l'avait pas, etc., ben, il a eu un fameux anthrax, mais alors une horreur sur le cou, horrible, énorme, qui puait, qui sentait, qui suintait, et personne n'arrivait à soigner Louis XIV de cet anthrax du cou. Et donc, et certains barbiers disaient, mais faisons une petite incision comme ça. Mais il fallait un grand chirurgien. Et donc Georges Maréchal, lui, appelé en consultation auprès du roi, après il est devenu le successeur de Félix, lui a fait tout simplement un geste presque charismatique pour un catholique. Il a dit, comme ça, comme ça. Il a mis à plat l'anthrax, éliminé tout, et il a guéri l'anthrax. Voilà, donc vous voyez, c'est un peu encore, c'est chrétien. Il a fait le signe de la croix et il a permis de guérir le roi. Et magnifique. Et vous voyez, là, il y a quelques autres histoires. On pourrait vous raconter plein d'histoires extraordinaires parce que le même Georges Maréchal, c'est la fin de Louis XIV, il est de plus en plus malade, de plus en plus impossible à soigner. Le médecin Fagon, il comprenait rien. Il disait, il a une sciatique. En fait, il avait un début de gangrène du membre inférieur, plus de vascularisation du membre. Il fallait lui amputer pour le guérir. On ampute encore les gens en France tous les jours d'amputation pour gangrène, ça arrive. Malgré, on essaye d'éviter, mais ça arrive. Donc Fagon comprend rien, Maréchal comprend, et puis après c'est intéressant parce que c'est le dialogue entre le chirurgien et son patient, aussi roi était-il. Il y avait quand même un échange, un dialogue, qu'est-ce que je peux faire, etc. Et Maréchal, lui, a évoqué la possibilité d'une amputation. Le roi était consentant. Maréchal, n'avez-vous pas là des rasoirs? Coupez et ne craignez rien. Mais en même temps, il dit, me sauvera-t-on la vie? Et Maréchal de soupirer, sire, il y a bien peu d'apparence. Et finalement, Louis XIV est décédé. On n'a pas pu, il n'a pas été amputé parce que ça n'a pas pu avoir lieu. Et donc voilà. Et donc c'est Maréchal qui est notre prédécesseur, qui a bénéficié en fait de la protection après Louis XIV de Louis XV, le fils ou le petit-fils. Dis-moi la filiation de Louis XV avec Louis XIV. Arrière-petit-fils. Et donc, Louis XV a, lui, reconnu les mérites des chirurgiens de son grand-père. Et donc, c'est en leur attribuant la Société royale de chirurgie, dont nous sommes aujourd'hui les héritiers. Voilà. Après, il y a d'autres chirurgiens célèbres, je n'entrerai pas dans ce. Mais si vous êtes amoureux de l'histoire, c'est mieux que les Trois Mousquetaires, hein. C'est vraiment, c'est des histoires incroyables. Il y a plein d'historiens de la médecine qui se sont intéressés à toutes ces personnalités de l'époque. Bientôt, d'ailleurs, au mois de février, on va faire ici une séance de la session de la Société d'histoire de la chirurgie sur les chirurgiens de Napoléon. Et les premiers qui ont été décorés de la Légion d'honneur, parce que c'est Napoléon qui a inventé la Légion d'honneur. Et on verra, donc on viendra vous raconter tout ça. Si ça vous intéresse, ce sera public. Et donc vous pourrez, on vous dira au mois de février, voilà. Alors juste vous faire visiter quelques autres amphithéâtres. Le Paris Winslow 1742 dont Philippe vous a parlé, qui est du côté de la rue de la Bûcherie. À Bordeaux, il y a un équivalent de Saint-Côme. Il y a d'autres. Et puis, voilà, tout à l'heure, on va vous faire traverser la rue. On va aller au 12 de l'école de médecine. On va vous expliquer ce frontispice qui est en haut du bâtiment, qui raconte d'une manière géniale une allégorie de l'enseignement de la chirurgie et de la médecine. Et puis, vous verrez aussi tous les médaillons des prédécesseurs des grands chirurgiens de l'époque du XVIIe siècle. Voilà pour ce rappel historique rapide. Si j'ai le temps, mais peut-être, on va d'abord peut-être vous proposer de poser quelques questions, si vous voulez qu'on aille un peu plus loin dans certains aspects, puis
Guillaume peut peut-être vous présenter d'autres éléments historiques.